Au Texas, un brasier transforme la maison d'un couple en tombe. Les investigateurs croient qu'un incendiaire a provoqué le drame, mais ils devront faire appel au flair d'un expert pour découvrir la vérité. Dans l'Illinois, une étudiante disparaît. La police craint qu'elle n'ait été victime de meurtre. L'enquête traîne en longueur, mais l'un des policiers est tout de même sur une bonne piste. Des enquêteurs du Tennessee croient qu'une personne disparue a été assassinée. Pour résoudre leur enquête, ils devront faire appel à des maîtres chiens. En planifiant un meurtre, le criminel astucieux tente par tous les moyens d'effacer ses traces. Mais il n'est pas toujours possible d'éliminer toutes les preuves. Lorsque les policiers perdent la piste de leur proie, ils font appel aux chiens pour retrouver l'odeur de la mort. À Belleville, au Texas, le 8 juin 1994, vers 3h15 du matin, un livreur de pizza rentrait chez lui après son travail. Il remarqua un véhicule qui sortait de l'allée d'une maison en feu. Le conducteur fit signe au livreur. Il s'appelait Charles Fitz et déclara que sa femme était prisonnière à l'intérieur de la maison. Il lui demanda d'appeler le service d'urgence. Lorsque les pompiers arrivèrent sur les lieux, des flammes intenses consumaient la maison. Aussi longtemps que l'incendie ferait rage, les pompiers n'avaient d'autre choix que de travailler de l'extérieur. Cela ne laissait pratiquement aucune chance de survie à Francis Fitz. Des ambulanciers arrivèrent sur les lieux pour soigner Charles Fitz. Ce dernier se montra désorienté et agressif. Il déclara que l'incendie avait été causé par l'installation électrique de mauvaise qualité de la maison. Il avait inhalé trop de fumée et éprouvait de la difficulté à respirer. On le transporta à l'hôpital pour le faire soigner. À la fin de l'incendie, 3 heures plus tard, la maison n'était plus qu'un amas de cendres. Quelque part, à travers les décombres, se trouvait le corps de Francis Fitz. Les investigateurs commencèrent l'examen des lieux pour tenter de déterminer la cause et l'origine du brasier. Ils rendirent visite à Charles Fitz à l'hôpital. Ce dernier déclara qu'il s'était endormi sur le canapé. Quand il s'était réveillé aux premières heures du matin, la maison était remplie de fumée. Il avait tenté de se rendre à la chambre à coucher pour sauver Francis, avec qui il était marié depuis 17 ans. Mais la fumée et les flammes étaient trop fortes. Il avait essayé à maintes reprises de rentrer dans la maison et avait brisé plusieurs fenêtres, mais toutes ses tentatives avaient échoué. Le récit de Fitz était poignant. Mais pour les enquêteurs du service de police de Austin County, il était incompatible avec sa condition physique. L'agent Richard Holloman nous explique pourquoi. Selon ses déclarations, il aurait dû y avoir des traces de brûlures sur ses bras, son visage et dans ses cheveux. Mais il n'y avait rien de tout cela. Le lendemain matin, les investigateurs se rendirent sur la scène de l'incendie. Le corps de Francis Fitz fut retrouvé dans la pièce qui avait été la chambre à coucher. Ses ossements calcinés furent envoyés à la morgue. Le médecin légiste allait confirmer plus tard qu'elle était morte des suites d'une trop grande inhalation de fumée.
Les investigateurs fouillèrent parmi les décombres de la maison. Pour tenter de corroborer les déclarations de Fitz, ils examinèrent les fils électriques. Mais rien ne laissait présumer que l'incendie avait été causé par un problème électrique. Quant aux conduites de gaz et aux chauffe-eau, ils ne présentaient pas d'anomalie de fonctionnement. Une fois éliminées les causes accidentelles de l'incendie, il ne restait qu'une possibilité. L'incendie avait été allumé délibérément. Les investigateurs se mirent à la recherche de traces d'incendie criminel. Au cours de leur enquête, ils trouvèrent des poutres calcinées dont la surface brûlée semblait écaillée, un peu comme une peau d'alligator. Le bois brûle rarement ainsi, à moins d'avoir été préalablement arrosé d'essence ou d'agents accélérateurs. La première étape pour déterminer s'il s'agissait d'un incendie criminel consistait à découvrir des traces de l'agent accélérateur. Malheureusement, les flammes semblaient avoir détruit tout indice. Mais les investigateurs disposaient d'un autre outil dans leur arsenal. On peut apprendre à des chiens à retracer des traces de combustible par leur odorat. George Cavett du service de police de Houston entraîne les chiens à reconnaître les hydrocarbures. Il peut s'agir de nafte, d'alcool, d'eau de vie, de fluide pour les freins ou de combustible pour le camping, n'importe quoi de cette nature. Tous ces produits peuvent être décelés par des chiens. Le chien chercha parmi les décombres de la maison de Fitz. Quelques heures plus tard, il n'avait toujours rien trouvé. Et c'est alors qu'il découvrit quelque chose. C'était à seulement quelques centimètres de l'endroit où le corps de Francis Fitz avait été trouvé. Il a flairé partout dans la chambre et est revenu à l'endroit précis où la victime gisait et m'a averti de sa découverte à cet endroit et juste à côté sur le sommier. Les échantillons et les vapeurs qu'ils contenaient furent placés dans des boîtes scellées. On les envoya au laboratoire. Les policiers emmenèrent ensuite le chien à la fourrière où la camionnette de Charles Fitz avait été remorquée. Le chien devait chercher toute trace de combustible. Une fois encore, le chien décela la présence d'hydrocarbures sur l'accélérateur et sur la pédale du frein. Des échantillons furent recueillis et envoyés au laboratoire. Grâce à ce chien détective, les enquêteurs avaient recueilli assez d'indices pour procéder à des analyses. Au laboratoire, on insère un morceau de charbon de bois dans chacune des boîtes qui contient un échantillon provenant de la scène. On chauffe ensuite la boîte à une température légèrement inférieure au point d'ébullition pendant près de 18 heures. Au cours de ce processus, le charbon absorbe les vapeurs d'hydrocarbures. On retire les hydrocarbures du charbon de bois à l'aide d'un solvant à base de bisulfure de carbone. Le liquide obtenu est ensuite analysé par un chromatographe. Cet appareil analyse les différentes composantes d'une substance et produit un graphique. Dans 3 des 13 échantillons, le graphique correspondait à celui de l'essence. 2 d'entre eux provenaient du véhicule de Charles Fitz et le 3e de la chambre à coucher où le corps avait été découvert. Grâce au flair des chiens, on venait de prouver qu'il s'agissait d'un incendie criminel et qu'il cachait un meurtre.
Charles Fitz, la seule autre personne à s'être trouvée sur les lieux du sinistre, devenait ainsi le suspect numéro 1 relativement à la mort de sa femme. Au Texas, des policiers de Belleville qui enquêtaient sur la mort de Francis Fitz, tué dans l'incendie de sa maison, croyaient avoir découvert qu'il s'agissait d'un meurtre. Charles Fitz, son mari, était le principal suspect. Travis Kane, le procureur d'Austin County, se mit à disséquer le passé de Charles Fitz. La famille de Francis Fitz nous a dit que Charles était un feignant qui n'avait jamais réellement eu d'emploi. Il aimait porter des bijoux voyants, de grands chapeaux et de grosses bottes. Il se vantait constamment à propos de ses projets, mais il ne les réalisait jamais. Les policiers apprirent que c'est Frances qui rapportait l'argent à la maison avec son travail de secrétaire, malgré le fait qu'elle souffrait d'arthrite aiguë. Elle se préoccupait beaucoup de son Charles et ne parlait jamais en mal de lui. Lui, par contre, n'était guère aussi bienveillant à l'égard de sa femme. Leur mariage, cependant, ne semblait pas en danger de la vie des gens de leur entourage. Pendant que les policiers tentaient de trouver des réponses, les membres de la famille de Frances fouillaient dans les décombres de la maison à la recherche d'objets qu'ils garderaient en souvenir d'elle. C'est alors qu'ils découvrirent des documents que les flammes avaient épargnés. Parmi ces documents se trouvait une liste de numéros de téléphone outre-mer et plusieurs polices d'assurance vie au nom de Frances et dont le bénéficiaire était Charles Fitz. Un des numéros de téléphone était celui d'une jeune Anglaise du nom de Tracy Mons qui vivait aux Philippines. Tracy déclara un peu contre son gré qu'elle avait eu une aventure avec Charles Fitz au moment où elle étudiait à l'université au Texas. Ils avaient projeté de se marier, disait-elle, après sa graduation. Charles avait accepté de quitter sa femme. Mais Tracy avait été très déçue de constater que Charles ne tenait pas ses promesses. Elle était partie vivre aux Philippines et avait tenté de couper les liens. Mais Charles refusait d'abandonner. En tuant sa femme, Charles laissait donc toute la place à sa maîtresse. L'argent des assurances lui permettrait de refaire sa vie de l'autre côté du globe. Tracy Mons avait fourni aux enquêteurs un mobile plausible, mais il leur restait encore à établir que Fitz avait effectivement projeté de tuer sa femme. Ils examinèrent les relevés bancaires du suspect et découvrirent que Charles Fitz avait vendu son deuxième véhicule, une Mercedes, peu après l'incendie. Les enquêteurs retracèrent la personne qui avait acheté la voiture. Pour la police, le texte de l'annonce classée était éloquent. On y lisait « Mercedes 1983 doit vendre, quitte le pays ». Au moment de la vente, Fitz avait dit à l'acheteur de sa voiture qu'il était célibataire. L'annonce classée, la déposition de l'acheteur, en plus de la découverte d'agents accélérateurs dans la maison, permettait enfin à la police de procéder à l'arrestation de Charles Fitz sur présomption de meurtre. Les détectives croient que Charles Fitz était convaincu qu'il avait tout à gagner en incendiant sa maison et en tuant sa femme. Non seulement allait-il ainsi obtenir une grosse somme d'argent, mais il pourrait poursuivre sa liaison avec sa jeune amante. Mais le plan n'avait pas fonctionné tel que prévu. Une semaine après l'incendie, il avait demandé Tracy en mariage et découvert qu'elle était déjà mariée.
Le 2 février 1996, on déclara Charles Fitz coupable de meurtre. Il fut condamné à la prison à perpétuité. En flairant l'odeur d'hydrocarbures, les chiens du Texas avaient permis à la justice de l'emporter. Dans le Midwest américain, cette fois-ci, des policiers seraient dans l'impossibilité de prouver qu'un meurtre avait été commis tant qu'ils n'auraient pas un peu d'aide pour retrouver la victime. Le 5 mars 1987, un père en proie à la panique appela le service de police de Champaign dans l'Illinois. Ludwig Warner croyait que Karen, sa fille de 22 ans, avait disparu. C'était un jeudi et il ne l'avait pas vue ni elle ni sa voiture depuis le lundi matin précédent. Il lui arrivait souvent de dormir chez des amis, mais elle n'était jamais partie si longtemps sans donner de ses nouvelles. Le lendemain, les détectives interrogèrent les amis de Karen Warner. Tout comme son père, ils ne l'avaient pas vue depuis 4 jours. De l'avis d'une de ses grandes amies, le comportement de Karen n'avait rien de particulier au cours de la semaine précédente. Karen avait perdu son emploi récemment, mais elle était heureuse à l'idée de reprendre ses études universitaires à l'automne. Un de ses anciens petits amis, Curly Lee, avait recommencé à l'appeler depuis peu. Il désirait reprendre la relation avec elle, mais Karen avait décidé de lui annoncer de vive voix que cela ne lui convenait pas. Lorsqu'ils étaient ensemble, Karen et Curly partaient souvent en vacances à l'improviste. Les détectives du service de police de Champaign croyaient qu'on pouvait raisonnablement expliquer la disparition de Karen. Voici le sergent Jim Looking. Elle était partie, il était parti et sa voiture à elle n'était plus là. Il était tout à fait possible qu'ils aient décidé de partir ensemble, ce qui n'est pas inhabituel pour un couple. Les enquêteurs firent donc appel aux médias en espérant obtenir des réponses. Ils firent également publier des photos de Karen, de sa voiture et de Curly dans les journaux régionaux. Personne n'avait vu Karen, mais quelqu'un appela pour signaler qu'il avait aperçu Curly. La personne au bout du fil déclara qu'une de ses amies avait conduit Curly à la gare d'autobus 2 jours après la disparition de Karen. Curly lui avait dit qu'il s'en allait dans le sud, chez sa mère à Hughes, en Arkansas. La police de Champaign entra en contact avec les policiers de l'Arkansas et leur demanda d'interroger Curly. Comme les autres amis de Karen, Curly déclara qu'il ignorait où Karen se trouvait. Pendant que les enquêteurs tentaient de trouver des réponses, la campagne de publicité menée par la famille donna des résultats. Un homme à Danville, à 50 km de Champaign, avait reconnu la photo de la voiture de Karen. Il avait aperçu un véhicule identique abandonné dans le stationnement de l'église. Une vérification des plaques d'immatriculation permit de confirmer que c'était bien la voiture de la jeune femme. Avec la découverte de sa voiture abandonnée, il n'y avait plus de doute possible. Quelque chose de grave s'était produit. C'était le premier indice qui nous indiquait que quelque chose d'anormal s'était produit. Le fait que sa voiture soit à cet endroit était à tout le moins étonnant. Les policiers remorquèrent la voiture au poste de police pour l'examiner. À première vue, il ne semblait pas y avoir eu de lutte. Des experts se mirent à la recherche d'empreintes digitales pendant que d'autres recueillaient des fibres bleues et rouges au fond de l'auto et dans le coffre. Les échantillons furent ensuite envoyés au laboratoire judiciaire. Au cas où quelqu'un aurait été témoin de l'arrivée de l'auto à Danville, les policiers demandèrent à nouveau l'aide du public. Une fois encore, cette stratégie porta fruit.
Une femme croyait avoir aperçu le véhicule. Elle s'appelait Rhonda et comme Karen, elle était une ex-petite amie de Curly Lee. Elle reconnut immédiatement la voiture. Les policiers l'interrogèrent. Rhonda reconnut qu'elle avait conduit cette voiture après la disparition de Karen. Mais elle ignorait totalement qu'il s'agissait de l'auto de Karen Warner. Curly l'avait appelée un soir et lui avait demandé de lui rendre un service. Il devait remettre une voiture à un ami à Danville et voulait qu'elle le conduise parce qu'il n'avait pas son permis. Pour le détective Mike Smith, le comportement de Curly était suspect. Elle lui a demandé à qui appartenait cette voiture et il ne lui a jamais répondu. Il lui a conseillé d'éviter certaines rues et de conduire vite. Rhonda déclara que Curly l'avait laissé dans un bar de Danville. Elle se rappelait avoir aperçu un sac d'épicerie dans la voiture, mais ignorait ce qu'il contenait. Curly lui avait dit qu'il avait quelques courses à faire et qu'il irait la rejoindre plus tard au bar. Il lui avait donné un peu d'argent pour qu'elle puisse prendre un verre et il était parti avec la voiture. Environ 15 minutes plus tard, il était revenu au bar à pied. Plus tard, le même soir, d'autres amis les avaient reconduits à Champaign. Rhonda n'avait pas eu de nouvelles de Curly depuis. Au cours des 15 minutes pendant lesquelles Rhonda avait été laissée seule, Curly avait eu le temps de disposer du corps de Karen qu'il transportait sans doute dans le coffre. Il avait ensuite vraisemblablement laissé la voiture dans le stationnement de l'église, à quelques pâtés de maison, et s'était rendu à pied au bar. Il était maintenant temps de retrouver le corps de Karen Warner. Les policiers croyaient qu'il se trouvait dans le boisé derrière le bar de Danville. Il n'était pas parti assez longtemps pour aller très loin. Nous nous doutions que le corps devait se trouver à cet endroit, dans les herbes hautes ou les buissons, ou peut-être encore dans la rivière. Ils firent appel à Joyce Ferris, un maître chien d'Urbana dans l'Illinois. Depuis plus de 15 ans, Joyce Ferris offre les services de ses chiens à la police locale et à celle de la région. Des chiens de chasse comme les siens savent identifier les moindres odeurs. Le chien mena Joyce sur un sentier. À 3 reprises, il la conduisit près de la rivière, comme si quelqu'un y avait transporté le corps pour le cacher. Puis le chien mena Joyce à un ravin profond. Comme il aurait été difficile à quiconque de traverser cette gorge en transportant un corps, les enquêteurs savaient qu'ils étaient près du but. En moins de 15 minutes, le chien repéra un secteur particulier parmi les broussailles. Au début, Joyce croyait que son chien avait perdu la trace de l'odeur, mais dans une légère pente, sous les broussailles, elle aperçut un chandail rouge et une main. Des enquêteurs de Champaign, dans l'Illinois, tentaient de découvrir ce qui était arrivé à Karen Warner, 22 ans. Dans un secteur boisé et isolé, Joyce Ferris et son chien de chasse croyaient l'avoir enfin retrouvée. Je pouvais distinguer sa main, le dos de sa main droite. C'est à ce moment-là que j'ai crié à Jim Looking de venir. Je croyais avoir découvert le corps. Après avoir recueilli le cadavre, les enquêteurs fouillèrent le secteur à la recherche d'indices. Non loin de là, ils découvrirent une couverture bleue.
À environ 100 mètres de l'endroit où le corps avait été découvert, il y avait un sac d'épicerie comme celui décrit par Rhonda. À l'intérieur, il y avait des souliers, des lunettes et un sac à main. Ces objets furent envoyés au laboratoire. Joyce Fairse et son chien avaient permis de retrouver la victime d'un homicide. Les enquêteurs étaient persuadés qu'il s'agissait de Karen Warner. Grâce à son dossier dentaire, le médecin légiste confirma que la dépouille était bien celle de la jeune fille. Les os de sa gorge étaient fracturés, ce qui signifiait qu'elle avait été étranglée. L'absence de blessures défensives indiquait qu'elle avait été prise par surprise. Maintenant, les policiers devaient bâtir leurs preuves. L'ex-petite amie de Karen, Curly Lee, était leur suspect numéro 1. Ils firent appel aux experts du laboratoire pour obtenir un coup de main. Des analystes confirmèrent que les fibres bleues découvertes sur les vêtements de la victime étaient les mêmes que celles de la couverture trouvée près du corps. Les fibres bleues de la scène du crime et les fibres rouges du chandail de Karen furent ensuite comparées à celles qui avaient été recueillies dans le coffre de sa voiture. Elles étaient identiques. Karen Warner avait donc été enveloppée dans une couverture bleue et mise dans le coffre de sa voiture. La dernière personne à avoir conduit ce véhicule était Curly Lee. Les policiers de l'Illinois avaient assez de preuves pour l'arrêter pour meurtre. Mais alors qu'ils allaient en Arkansas pour procéder à son arrestation, ils apprirent que Curly était à nouveau en cavale. Cette fois-ci, les policiers le retracèrent facilement. En s'informant dans les gares d'autobus de la région, ils apprirent que Curly venait tout juste de s'acheter un billet pour Palm Beach, en Floride. Ils entrèrent en contact avec la police de ce secteur. Des agents se rendirent à la gare d'autobus pour l'attendre. Curly fut arrêté et reconduit en Illinois. De retour à Champaign, les enquêteurs lui présentèrent les preuves accumulées contre lui. Curly reconnut avoir tué Karen, mais il déclara que c'était un accident. Les preuves indiquaient pourtant le contraire. Les policiers croient que Curly a tenté de renouer avec Karen, mais qu'il est devenu fou de rage quand elle a repoussé ses avances. Il n'aimait pas perdre. Il a décidé de lui donner une leçon. J'ignore s'il l'a tué intentionnellement ou non, mais je crois que lorsqu'on étrangle quelqu'un, c'est qu'on a l'intention de le tuer. Après le meurtre, Curly dressa un plan pour cacher son crime. Il plaça tous les effets personnels de Karen dans un sac d'épicerie, puis trouva une couverture pour envelopper le corps et le placer dans le coffre de la voiture. Plus tard, le même soir, après avoir déposé Rhonda au bar, il se rendit derrière le bâtiment et chercha un endroit pour se débarrasser de la victime. Pour faire croire que Karen avait simplement décidé de s'en aller, il abandonna sa voiture dans le stationnement de l'église de Danville. 2 jours plus tard, il faisait ses bagages et partait pour l'Arkansas. Grâce à Joyce Fairse et son chien, le meurtrier a pu être arrêté. Curly Lee fut jugé coupable de meurtre et condamné à 35 ans de prison. Dans l'affaire Karen Warner, le chien devait suivre une piste vieille de 7 jours.
Pour résoudre un homicide au Tennessee, un autre chien devrait retracer l'odeur d'un cadavre enseveli depuis presque 1 an. En juin 1996, Ray et Fleeta Holiday se rendirent au bureau d'enquête du Tennessee pour qu'on les aide à retrouver Kathy Biddle, leur fille de 39 ans. En avril, ils avaient reçu une lettre d'elle dans laquelle elle leur apprenait qu'elle était atteinte d'un cancer. Elle devait se rendre à Toronto pour recevoir un traitement expérimental. Elle leur avait dit qu'elle souhaitait ne pas être en contact avec eux pendant la thérapie. À partir de ce moment, ils n'eurent de ces nouvelles que par télécopieur. Les messages étaient dactylographiés, brefs et impersonnels, ce qui ne ressemblait guère aux manières de leur fille. De peur qu'elle ne soit victime d'une dépression, Ray se rendit à Toronto pour la voir. Il avait trouvé son adresse sur une carte qu'elle lui avait envoyée le mois précédent. Comme il arrivait en face du centre de traitement, la panique s'empara de lui. L'adresse était celle d'un bâtiment abandonné. Il n'y avait aucune clinique ni aucun indice sur l'endroit où se trouvait sa fille. Fleeta Holiday ajouta que peu avant la disparition de sa fille, cette dernière avait déclaré qu'elle quittait son mari, Tony Vick. Kathy avait 2 enfants d'un mariage précédent et elle ne les avait jamais laissés. Son premier mari était mort dans un écrasement d'avion. Depuis, Kathy recevait 8 000 $ par mois en guise de rente des assurances. Elle était à l'aise financièrement, mais désirait tout de même que ses enfants aient un père. Malheureusement, elle n'aimait plus Tony. Il avait tout fait pour qu'elle reste, mais elle refusait de lui parler. Elle avait confié à sa mère qu'elle avait besoin de temps à elle pour tenter d'y voir plus clair. Rien ne laissait présager qu'il y avait eu meurtre. Les policiers du bureau d'enquête du Tennessee croyaient que Kathy avait simplement décidé de mettre son projet à exécution. Mais ses parents savaient que leur fille n'aurait jamais laissé ses enfants pour disparaître. Ils organisèrent une campagne publicitaire pour la retrouver et affichèrent sa photo partout au Tennessee. Malheureusement, cela ne donna rien. En février 1997, près d'1 an après la disparition de Kathy, Ray et Fleeta Holiday firent une dernière tentative pour obtenir l'aide de la police. Ils communiquèrent avec le service de police de Knox County. Quelques mois plus tôt, le mari de Karen, Tony Vick, avait également disparu, déclarant qu'il partait retrouver sa femme. Il leur avait laissé la garde des enfants et de la maison. Ils n'avaient pas eu de ces nouvelles depuis. Ils éprouvaient des difficultés financières et devaient vendre la maison de leur fille. Mais avant, ils voulaient s'assurer qu'il n'y avait pas d'indices dans la résidence. L'enquête fut confiée au shérif Tim Hutchison. On nous a raconté tous les événements qui avaient eu lieu avant que nous ne soyons sur l'affaire. Le territoire d'où elle avait disparu depuis un certain temps était sous notre juridiction. C'est difficile de commencer une enquête quand cela fait si longtemps. Les enquêteurs fouillèrent méticuleusement la propriété. Ils espéraient trouver un indice. Malheureusement, depuis que la maison était en vente, de nombreux indices potentiels avaient été détruits. Les meubles et les nombreux effets personnels avaient été enlevés.
On avait nettoyé les planchers et repeint les murs. Pour l'enquêteur Terry Lee de Knox County, examiner une scène du crime nettoyée correspond à chercher l'invisible. Par exemple, dans cette enquête, la moquette avait été nettoyée. Cela signifiait qu'il n'y avait plus de cheveux, de fibres comme nous en retrouvons normalement. Il fallait donc être très minutieux. Les détectives examinèrent la maison centimètre par centimètre. Ils versèrent du luminol dans tous les drains de la maison pour vérifier s'il y avait eu du sang. Ils en trouvèrent des traces dans 3 d'entre eux. Ces drains furent enlevés et envoyés au laboratoire pour analyse. Le sang était humain. Les échantillons étaient cependant trop détériorés pour servir à des analyses plus poussées. La présence d'une telle quantité de sang était toutefois suspecte et indiquait qu'un événement violent avait peut-être eu lieu dans la maison. Des enquêteurs du Tennessee tentaient d'expliquer la mystérieuse disparition de Kathy Biddle, une mère de 39 ans qui n'avait pas donné de ses nouvelles depuis plus d'1 an. Après avoir minutieusement fouillé la maison où elle vivait avec son mari, les enquêteurs croyaient avoir trouvé la preuve qu'un homicide y avait été commis. Ils examinèrent le passé du mari de Kathy, Tony Vick. Ce qu'ils découvrirent n'avait rien d'encourageant. Nous avons appris que la première femme de Tony Vick était morte de façon suspecte. Apparemment, elle avait perdu pied dans sa baignoire et s'était noyée. Certaines personnes étaient convaincues que Tony l'avait assassinée. Aucune plainte n'avait été portée contre lui. Il avait même touché la coquette somme de $600 000 des assurances. Les enquêteurs craignaient que Kathy Biddle n'ait connu le même sort. L'argent était sans doute le mobile de cet homicide. Malheureusement, ce n'était encore qu'une hypothèse. La police ne disposait pas du corps de la victime et le suspect numéro 1, Tony Vick, avait également disparu. Les policiers firent état de l'affaire dans les médias en espérant obtenir une piste. La stratégie fut efficace. La propriétaire d'une boutique de vêtements en consignation appela la police. Elle avait reconnu Tony Vick. Quelques mois plus tôt, cet homme lui avait laissé une grande quantité de vêtements de prix. Il avait l'air sombre. Il lui avait expliqué que son ami venait tout juste de mourir d'un cancer. Il lui avait également dit qu'il viendrait chercher son chèque lorsque les vêtements auraient été vendus. Il n'était jamais revenu. Le chèque émis au nom de Tony Vick n'avait pas encore été réclamé. Pour la police, les confidences de Tony à la propriétaire de la boutique étaient lourdes de sens. Cela indiquait qu'elle était morte. Il ne nous restait plus qu'à continuer à creuser et à chercher jusqu'à ce que nous retrouvions son corps. Pour consolider leur enquête, les shérifs de Knox County devaient tenter de reconstituer les moindres mouvements de Tony Vick avant sa disparition. Ils retracèrent la personne qui s'occupait de ses enfants et de ceux de Kathy. Elle n'avait jamais été témoin de violence entre Kathy et Tony. Elle put toutefois donner une information très utile aux enquêteurs. Elle se souvenait qu'après la disparition de Kathy, Vick s'était emporté contre elle parce qu'elle jouait avec les enfants au jardin. Pourquoi avait-il eu cet accès de colère?
Kathy Biddle était-elle enterrée dans son propre jardin, à l'arrière de sa maison? Une équipe d'experts légistes se rendit à la résidence de Tony et Kathy. Ils se mirent à la recherche d'une fosse. Mais après des heures de recherche, ils n'avaient encore rien trouvé. Il ne restait qu'une seule option aux policiers. L'unité canine de Knox County compte des chiens entraînés à distinguer des odeurs aussi variées que des narcotiques, des explosifs ou encore des fugitifs. Le sergent Robert Spangler travaille avec des chiens depuis 1994 et il a appris à apprécier ces animaux qui prennent le relais au moment où les sens de l'homme ont atteint leurs limites. Leur odorat est de 200 à 500 000 fois supérieur à celui de l'homme. C'est leur principale qualité. S'il y a la moindre odeur, qu'elle soit humaine ou non, ils la trouveront, alors que nous en sommes incapables. Même le sergent Spangler doutait de la capacité de ses chiens à trouver un corps après 1 an. En mars 1997, il se rendit avec un de ses chiens dans le jardin de Vic et lui donna l'ordre de chercher une odeur humaine. En s'approchant de morceaux de bois, le chien donna l'alerte. Il leur indiquait de creuser sous le bois. Peu après avoir commencé à creuser, les experts heurtèrent du ciment. Des indices pouvaient se trouver n'importe où. Ils tamisèrent donc soigneusement la terre. Les experts creusaient à l'aide de leurs mains pour ne pas endommager le ciment. C'est alors qu'ils comprirent que le chien avait découvert une tombe. Dans le ciment, ils pouvaient discerner une forme humaine. Juste en dessous se trouvait le corps d'une femme enveloppée dans un sac de couchage et une bâche de plastique. Le corps fut envoyé au médecin légiste pour être autopsié. Grâce aux dents de la victime, ce dernier confirma qu'il s'agissait bien de Kathy Biddle. Les cartilages de son cou avaient été écrasés. À l'évidence, elle avait été étranglée. Quelqu'un l'avait tuée à main nue. Et cette personne était sans aucun doute Tony Vick. On pouvait enfin émettre un mandat d'arrestation. Malheureusement, on ignorait toujours l'endroit où Vick se trouvait. Sa photo et sa description furent introduites dans le système de données de tous les services de police aux États-Unis. Quelques jours plus tard, le shérif de Knox County reçut un appel déterminant. Tony Vick avait été arrêté suite au vol d'un complet de $100 dans un magasin d'Atlantic City au New Jersey. Lorsque les agents avaient vérifié ses antécédents dans la banque de données, ils avaient constaté qu'il était recherché pour un crime bien plus grave. Les détectives croient que peu après la mort de sa première femme, Vick s'est intéressé à Kathy non pas par amour, mais strictement pour son argent. L'homme que Kathy aimait et à qui elle faisait confiance planifiait déjà son meurtre. 1 an avant sa disparition, Tony avait offert en cadeau un télécopieur à Ray à Flita. Il savait que pour toucher la rente mensuelle de $8 000 de Kathy, il lui faudrait faire croire qu'elle était toujours en vie. En avril 1996, après avoir mis en place tous les éléments de son plan, Tony Vick tua sa femme dans leur maison. Après l'avoir étranglée,
il creusa sa tombe et y jeta son corps. Ensuite, il le recouvrit de ciment en pensant que personne ne le retrouverait à cet endroit. Puis, il envoya des télécopies à la famille pour laisser croire que leur fille était bien vivante. Heureusement, le fidèle compagnon du sergent Spangler a découvert la vérité. Tony Vick fut jugé coupable du meurtre au premier degré de Kathy Biddle et condamné à la prison à perpétuité. Par la suite, il fut trouvé coupable du meurtre de sa première femme et fut condamné à une autre peine d'emprisonnement à perpétuité. Lorsque les sens de l'homme ont atteint leurs limites, son meilleur ami vient à la rescousse. Qu'il s'agisse d'incendie criminel, de retrouver une personne disparue ou de découvrir une tombe cachée, le chien n'a pas son pareil pour flairer l'odeur de la mort.